Maintenant, la parole est à Jérôme Rennes, qui connaît très bien, qui malgré son jeune âge, connaît très bien la question des personnes âgées, puisqu'il a été directeur en charge des personnes âgées au Conseil général, ça s'appelait Conseil général à l'époque, de la Loire, c'est devenu Conseil départemental, et maintenant directeur territorial à Aesio Santé. Jérôme, c'est à vous. Merci. Alors, comme vous le disiez, je ne suis peut-être pas aussi jeune pour avoir connu le Conseil général, justement, avant le Conseil départemental. Je dirais que j'ai fait le choix, effectivement, de regagner le terrain et d'aller auprès des professionnels, des établissements et des services à domicile pour, justement, mieux comprendre ce qu'étaient les métiers du grand âge et l'accompagnement auprès de nos aînés, en complémentarité de la politique publique que vous portez tous. Pour intervenir sur cette table ronde, je me suis déjà un petit peu interrogé sur le libellé de cette table ronde, Bientraitance au service de la dignité des seniors, dans un contexte très difficile pour nos EHPAD. C'est difficile effectivement d'aborder ce sujet sans penser aux moyens, sans penser à nos difficultés de recrutement, lorsqu'on a des vacances de poste en nombre impressionnant, lorsque l'on a des démissions, des arrêts de travail, des reconversions, des départs liés au refus de l'obligation vaccinale, des suspensions d'activité, etc. Difficile de parler de la bientraitance dans un tel contexte. Malgré tout, il faut rester mobilisé, mais il faut être très patient. J'ai eu la chance en 2013 de présider un groupe de travail dans le cadre d'un comité qui s'appelait le Comité national de la bientraitance et des droits des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Je pense qu'il y a un comité qui a préfiguré les travaux de Madame Alice Casagrande. Et je dirais que peu de choses ont évolué depuis 2013. Beaucoup de rapports ont été produits, beaucoup d'attentes de la part des acteurs terrain et toujours encore lors de ce 15e défi autonomie. Donc c'est vrai que nous l'abordons avec beaucoup d'engagement, mais de plus en plus d'impatience pour défendre cette terminologie de bientraitance et de lutte contre la maltraitance. J'ai été très attentif aux propos introductifs de Madame Casagrande sur la définition de la maltraitance institutionnelle, parce qu'effectivement, ce sujet-là n'est pas l'affaire uniquement des professionnels des EHPAD et du médico-social. C'est l'affaire de tous, c'est l'affaire des citoyens, c'est l'affaire des autorités publiques qui interviennent sur ce secteur, de l'assurance maladie, des ARS, des conseils départementaux, des élus locaux, des citoyens, des bailleurs sociaux aussi qui développent nos hébergements, de tous nos prestataires qui interviennent au quotidien, que ce soit sur la restauration, la maintenance, la sécurité de nos équipements. Ça nécessite vraiment une mobilisation nationale et c'est vrai que souvent on tape sur les EHPAD, souvent on a cette vision très négative sur les interventions dans ces établissements et je voudrais vraiment tirer mon chapeau sur l'ensemble de ces professionnels qui luttent au quotidien avec les moyens du bord pour faire de leur mieux et pour justement défendre la qualité telle qu'ils peuvent le faire avec les effectifs que nous avons. Mais il y a une vraie capacité d'agir dans nos établissements. Il faut aussi faire confiance. J'ai la conviction que nous ne faisons pas suffisamment confiance aux acteurs de terrain et que nous ne les écoutons pas suffisamment. Et je pense que derrière cette notion un peu plus générale, plus transversale, à travers tous les âges, on peut aussi avancer. Faire des ponts entre la protection de l'enfance, le handicap et le grand âge peut nous faire avancer. Comment expliquons aujourd'hui que les EHPAD subissent beaucoup de réclamations, beaucoup de signalements qui remontent aux ARS, qui remontent aux départements, alors que sur le champ du handicap ou sur le champ du domicile, il y a beaucoup de situations qui sont tues, beaucoup de situations qui ne remontent pas. Alors je dirais, c'est pas la gloire des EHPAD, mais je dirais qu'on a vraiment un effort, on fait beaucoup d'efforts de transparence, on fait beaucoup d'efforts pour rendre compte auprès des autorités, lorsque l'on gère des EHPAD, de notre manière de servir et de notre manière d'accompagner nos aînés. Il faut que tous les acteurs, soient logés à la même enseigne. Sur les préalables, bien sûr qu'il faut respecter la dignité des personnes âgées qui résident dans nos EHPAD. Il faut aussi que nos professionnels et les jeunes générations qui arrivent sur le métier aient conscience aussi de leur action et de leurs responsabilités.
Et pour cela, il faut des équipes de management très soutenantes. Donc au sein du groupe Aesio Santé, et en particulier dans les établissements mutualistes de l'Ardèche, nous n'avons pas de référent bientraitance dans chaque établissement. Je dirais que c'est le staff de chaque EHPAD qui fait ce job, c'est-à-dire le directeur, sa cadre de santé ou son infirmière coordinatrice, sa responsable hôtelière, qui sont en veille, je dirais, permanente pour justement assurer cette promotion de la bientraitance et veiller à ce qu'il y ait une bonne qualité d'accompagnement. Bien sûr qu'il y a des besoins également en termes de compétences professionnelles. Et en matière de formation, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour monter en compétences sur tous les métiers, pas seulement les métiers du soin, mais les métiers de l'hôtellerie. On parle peu de la restauration, finalement, on parle peu de l'hygiène, mais ces métiers-là aussi sont concernés par la question de la bientraitance. Il n'y a pas seulement des erreurs de médicaments, de traitements qui arrivent dans les EHPAD, il peut y avoir d'autres défaillances et il faut veiller pour l'ensemble de nos professionnels. D'un point de vue très pratique, je pense qu'il faut tirer quelques leçons de la crise. Alors je ne sais pas s'il y a eu des abus de pouvoir dans les EHPAD. C'est vrai que le mot est fort. Je dirais que les EHPAD aujourd'hui demandent une reconnaissance aussi de l'institution pour tout ce qu'ils ont subi en aléas, en recommandations contradictoires diverses et variées de l'autorité publique et la pression était quand même très lourde. Et en cela, je dirais qu'il faut déjà redonner un nom à nos résidents et un visage. Nous les avons abordés sous un aspect très comptable. Comptabilisons les cas suspects, les cas confirmés, les cas dépistés, les cas isolés, les cas vaccinés, déconfinés, et j'en passe. J'ai assisté à une conférence qui m'a profondément marqué, animée par l'autorité de l'État et différents élus, où on faisait un tour de table pour décompter le nombre de décès dans chaque EHPAD de l'Ardèche. Est-ce que c'est une bonne manière d'accompagner et de soutenir les acteurs de terrain en pleine crise? Je ne pense pas. Donc redonnons un nom à nos résidents et un visage. Retrouvons donc une approche individuelle de l'accompagnement. C'est vrai qu'on a, avec cette obligation d'une protection collective, perdu un peu de vue le souci et les disparités des besoins, les particularités de chaque personne. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Il faut aussi cultiver les liens entre professionnels, entre soignants et non-soignants. Les premières lignes, ce ne sont pas seulement les infirmières et les aides-soignants, ce sont tous les personnels des EHPAD. Et il faut cultiver justement ce qui a été vraiment la plus-value, on va dire, de la gestion de crise. C'est cette solidarité interprofessionnelle qui s'est vue, qui s'est mesurée sur le secteur et qu'on perd petit à petit de vue. Donc il faut vraiment se battre pour maintenir ce lien entre ces différents professionnels. Il faut aussi accepter la place nouvelle que prennent les familles dans les EHPAD. C'est vrai qu'il y a eu des revendications fortes sur ce secteur, des collectifs de familles qui se sont montés, des familles qui se mobilisaient peu, ou en tout cas un pourcentage faible par le passé, qui aujourd'hui rentrent dans la maison, demandent des comptes, veulent être associés au projet social de l'établissement, pas seulement au projet médical. Et donc, il faut leur donner la parole et trouver des espaces pour pouvoir dialoguer au-delà des simples CVS qui restent très mesurés, on va dire, dans leur action. Il faut aussi prendre soin de la santé psychique de nos résidents. On a beaucoup, je dirais, d'équipements, d'accompagnement pour l'accompagnement des problématiques physiques. Il faut aussi se soucier des troubles dépressifs chez nos résidents et au sein du groupe Aesio Santé, on se préoccupe aussi de ce risque-là. Et comme l'a dit Jocelyne Labouré, je pense que l'autre enjeu, c'est de prendre soin de nos professionnels. Ça va de pair avec la qualité auprès de nos résidents en EHPAD. Il faut à tout prix qu'au sein de chaque organisme gestionnaire, on arrive à défendre le métier de la qualité de vie et des conditions de travail qui permettra à la fois de rendre plus attractif ce secteur,
parce qu'on valorise aussi plusieurs aspects, la conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle, l'accompagnement par du matériel adapté, la formation, etc. Cet axe est central pour promouvoir la bientraitance, de mon point de vue. Et puis, je pense que le troisième volet de la promotion de la bientraitance, c'est de se mettre en projet. C'est d'arriver, avec les acteurs que je citais tout à l'heure, à éveiller les consciences, mais aussi bâtir de nouveaux EHPAD, de nouvelles formes d'accompagnement. Et nous avons l'intention, en tout cas en Ardèche, de repenser cette offre à la fois autour du bâtiment, mais aussi à la fois du projet de soins, du projet d'animation, pour accueillir autrement nos résidents. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc voilà, faites confiance aux acteurs de terrain. On est prêt à travailler sur des expérimentations locales et je pense que pour mon groupe, l'Ardèche sera très volontaire pour vous accueillir, pour explorer ces sujets. Mais il faut aussi que l'ensemble des parties prenantes soient autour de nous en soutien et non pas dans une, vision un petit peu trop, restrictive et répressive, on va dire, de notre action. Voilà, je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup pour cette contribution, à la fois pragmatique et puis sincère et humaine.